La Justice League, l'une des équipes de héros les plus puissantes que nous ayons jamais vues. Et quel que soit le mythe, nous pouvons compter sur ces gars-là, quel que soit le niveau de l'événement qui se présente. Mais en réalité, cette équipe n'est qu'un cocotte de traumatisme, à partir de ses dirigeants et jusqu'à presque tous ses membres. Heureusement, nous avons deux points forts qui ne tomberont pas dans ce cas, mais commençons à parler de l'équipe de traumatologie. Tout d'abord, nous commençons par Batman. Qui sont les parents accros aux traumatismes assassinés, jamais guéris, jamais essayés, pas de thérapie. Il transforme sa vie en un sanctuaire pour le traumatisme. Sa logique s'effondre à la seconde où il demande « Pourquoi le plus grand détective du monde ne détecte-t-il pas sa propre maladie ?» Batman n'est pas seulement un protecteur pragmatique. C'est un obsessionnel non traité qui justifie de rejouer sa douleur tous les soirs. Ce n'est pas de l'héroïsme. C'est une contrainte égoïste. Et ça empire avec cette équipe. Le Flash Barry Allen, qui fuit littéralement le chagrin. Son père a été assassiné. Sa mère a été assassinée. Son père a été emprisonné à tort. Et son pouvoir lui permet littéralement de dépasser ses propres émotions. Alors, quand Barry est confronté au chagrin, il réinitialise le temps. C'est la chose la plus égoïste que nous ayons vu un héros faire. Ce n'est pas de la bravoure. C'est l'évitement à l'échelle cosmique. Un flic qui croit en la loi mais ignore les lois de la réalité quand cela convient à son traumatisme personnel. Maudit tout le monde autre. Et puis il y a Aquaman, le roi de nulle part. Mi-Atlante, mi-humain. Jamais pleinement accepté par l'une ou l'autre partie. Utilise la royauté comme masque pour les problèmes d'abandon. Sa décision tourne souvent autour de qui m'accepte plutôt que de ce qui est le mieux pour la Terre. Arthur n'est donc pas motivé par le service. C'est lui qui compense son identité, et son désir d'être accepté motive vraiment la plupart de ce qu'il fait. Maintenant, le Martien Manhunté, un personnage que j'aime beaucoup, mais l'exilé PTSD est en haut de la liste. C'est un survivant d'un génocide. Il a vu toute sa culture, sa civilisation et sa race complètement anéanties. Ce type porte le chagrin des survivants si lourd qu'il défie la gravité elle-même. Au lieu de guérir, il émerge lui-même dans la tragédie de la Terre. De cette façon, il valide sa propre douleur. Sa compassion est réelle, mais elle est filtrée par ce chagrin sans fin et cette empathie enchaînée à la perte. Ce n'est pas de la libération. Et il n'est pas en bonne santé pour prendre de bonnes décisions sur ce que nous faisons ici. Maintenant, Cyborg. Maintenant, c'est l'humanité, brisée en morceaux, le corps manipulé, forcé à cette existence à moitié machine. Intellectualiser son traumatisme, mais il ne guérit jamais réellement de son traumatisme, qui est majeur. Imaginez que tout à coup une partie de votre corps soit une machine. Vous ne serez plus jamais humain. Mais vous ne suivez pas de thérapie pour régler tout cela. Il vous suffit de télécharger un logiciel. Chaque mission prouve que je compte toujours comme un humain. Et c'est ce que nous voyons. Et son héroïsme est inséparable de son dégoût de lui-même. Et la Ligue le laisse rester. Ils sont juste coincés là-dedans, le laissant s'embourber dans les conditions que nous voyons certainement tout le temps. Maintenant, les stables. Nous parlons de Superman et de Wonder Woman maintenant, Kal-El. Oui, sa planète est morte, mais il a été élevé dans l'amour et la stabilité. Ses valeurs proviennent de personnes guéries. C'est pourquoi il rayonne d'espoir. Parce qu'il ne fuit pas son fantôme. Il embrasse ce qui s'offre à lui en recevant de bons conseils de son père et de sa mère, qui lui montrent qu'il l'aimait en lui donnant tout ce qu'il pouvait. Il renoue même avec sa famille, donc c'est une sorte de guérison pour lui. Maintenant, Diana a manifestement été élevée en harmonie. Elle est ancrée dans la foi et la justice. Ces conflits proviennent de principes et non de blessures, vous n'avez donc pas besoin de lui prouver que vous êtes un héros. Elle n'a pas ce traumatisme pour la rendre convaincante. Ces deux-là ne sont donc pas seulement des points d'ancrage. Ils sont les seuls à montrer à quoi ressemble l'héroïsme. C'est enraciné dans la clarté et non dans la pathologie. Aujourd'hui, la Ligue normalise le dysfonctionnement au sommet d'une puissance mondiale. Vous n'êtes pas le modèle de guérison. Il modélise l'évitement, la répression et la reconstitution compulsive. Notre culture s'appelle elle-même des héros. Mais soyons honnêtes. Dans la vraie vie, Batman sera un justicier non traité et non traité terrorisant mentalement malade. Barry serait un flic abusant de son pouvoir pour changer des résultats qu'il n'aime pas. Victor serait simplement piégé dans une dysmorphie corporelle sans aucun soutien. Et aucun de ces gars ne réussirait une évaluation psychologique pour n'importe quel niveau de leadership, sans parler de la défense mondiale. Et c'est le problème que nous avons avec la Justice League. Maintenant,
Bien sûr, il s'avère que nous pouvons compter sur les deux membres les plus forts physiquement, heureusement, sont aussi les plus forts mentalement du groupe. Et c'est vraiment ce qui tient le tout, parce que si nous nous appuyons sur toutes ces parties éparpillées, nous parlerons de Hawkgirl plus tard, parce qu'elle correspond aussi à tout ce moule. La Ligue des Justiciers est donc vraiment mise au défi par un traumatisme qui sévit chez presque tous les membres, à l'exception, malheureusement, des deux plus puissants. Donnez-moi donc votre avis sur la Ligue des Justiciers, comment ils sont constitués et ce que cela signifie que cette équipe de héros soit composée de tant de traumatismes réels.